Bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux empires, et d'une histoire d'empire et d'une histoire d'hommes. Donc je vous parlerai de deux empires et de deux hommes. Je vous parlerai de l'empire de Soliman le Magnifique, l'empire turc-ottoman, et je vous parlerai de son opposant essentiel, le Saint-Empire romain germanique, l'empire de Charles Quint. Charles Quint, Soliman le Magnifique, deux destins, deux empereurs qui traversent l'histoire de l'Europe et de la Méditerranée au XVIe siècle. Remontons en arrière, comme souvent en histoire, chers élèves, remontons le fleuve et le fil du temps. 1453, souvenez-vous-en, c'est la fin de l'Empire byzantin. Constantinople chute face à la dynastie ottomane des Turcs. Le sultan Mehmed II fait de Constantinople sa capitale. L'Empire turc ottoman a donc à partir de Mehmed II une nouvelle capitale qui s'appelle Istanbul. À partir de ce moment-là, l'Empire turc ottoman va s'étendre au-delà de la rive du Bosphore et arriver en Europe. Il va conquérir la Grèce, puis la Bulgarie, l'actuelle Roumanie, et quelques dizaines d'années plus tard, c'est au tour et surtout de son successeur, le sultan Soliman le Magnifique. Alors Soliman le Magnifique, que savons-nous de lui? On sait pas mal de choses. On sait qu'il est né probablement vers 1494 et qu'il est mort en 1566. Il est né en Turquie et il est mort dans l'actuelle Hongrie. Ce qu'il faut que vous reteniez de Soliman le Magnifique, c'est le sultan le plus important. C'est lui qui va amener l'Empire ottoman à son apogée, à sa gloire maximale, à son extension maximale. C'est l'extension maximale sur le plan militaire, économique, culturel de l'Empire turc-ottoman. Il hérite d'un empire déjà très important. L'Empire turc-ottoman, comme je vous l'ai dit, en Europe, possède déjà la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie. Il possède déjà l'actuelle Turquie, l'équivalent du Liban, de la Libye. Soliman le Magnifique va étendre cet empire. Il va conquérir tout le Moyen-Orient. Il va conquérir au-delà de l'Égypte la Libye actuelle. Il va même aller jusqu'à l'Algérie. Et bien sûr, il va s'en prendre aux portes de l'Europe. Et là, il va se heurter à un autre empire, l'empire de Charles Quint. Il va conquérir la Hongrie et il fera, Soliman le Magnifique, le siège de Vienne en 1529. Il va être vaincu à cet endroit en 1529 par les troupes de Charles Quint. Petite anecdote qui vous fera sourire, mais les Turcs vont faire le siège de Vienne 150 ans plus tard, en 1683. Et c'est probablement en 1683 qu'est née l'expression viennoiserie, inventée par un boulanger viennois qui subissait le siège des Turcs, et une fois le siège levé, pour glorifier la victoire des chrétiens, le boulanger fit cette chef-d'œuvre de boulangerie, ce croissant en hommage et en évocation à la religion musulmane. On n'en est pas là. 1529, Soliman est vaincu aux portes de Vienne. Ceci dit, Soliman a de très bons rapports avec le roi de France. En effet, il y a un troisième larron dans cette histoire d'homme. Pourquoi? Parce que il a un adversaire, bien sûr, l'empereur Charles Quint, dont je vais vous parler bientôt, et donc quand vous avez des adversaires, vous cherchez des alliés. Et il se trouve que l'empereur Charles Quint ne manque pas d'adversaires. Il a notamment le roi de France, François Ier. Le roi de France, François Ier, qu'il a vaincu en Italie à la bataille de Pavie en 1525 et qu'il a fait prisonnier. Eh bien, le roi de France, déniant son alliance de chrétiens vis-à-vis de Charles Quint, ose le pire pour l'époque, demander l'alliance de Soliman le Magnifique. En 1525, une fois prisonnier, il écrit une lettre. Soliman le Magnifique répond de façon, j'allais dire, si vous pouvez comprendre le mot, poétique et elliptique. Il ne donne pas son alliance. Il faudra attendre 1536 pour qu'un traité de paix et de commerce soit signé entre le roi François Ier et le roi et le sultan Soliman le Magnifique. Et l'alliance ira encore plus loin que ça, puisque quelques années plus tard, en 1546, Soliman le Magnifique enverra en Méditerranée une centaine de galères pour aider François Ier à lutter contre Charles Quint dans le sud-ouest de la Méditerranée. En effet, Soliman le Magnifique est la puissance maritime majeure, essentielle de la Méditerranée. Comme vous regardez votre livre à la page 133, vous voyez que la Méditerranée est le lieu de contact entre tous ces empires. C'est le point de contact, le choc des civilisations, et on n'y fait pas que de la guerre, on y fait du commerce.
la puissance ottomane est la puissance militaire majeure, et notamment avec ses nombreuses galères. Et elle a un amiral très fameux, l'amiral Barberousse, pardonnez-moi. Revenons un petit peu sur Soliman. Soliman est un être à part dans l'histoire de la Turquie. C'est un être immensément cultivé. On sait qu'il est capable de parler 4 langues. Il parle bien sûr l'arabe, il parle le turc, il parle le persan, de nos jours la langue persane, on appelle ça le farsi, et il parle une langue d'Asie centrale qu'on appelle le ouïghour. C'est un expert en orfèvrerie. On sait que lui-même taille l'or. C'est un expert en littérature, en poésie. Il écrit des poèmes d'amour, notamment à sa femme, Roxelane. Alors là, ça mérite une petite parenthèse, chers élèves. À cette époque, le sultan de Turquie a une femme légitime, dont le métier est de faire des fils qui succèdent au sultan. Et puis, bien évidemment, vous en doutez, le sultan a un important harem, des concubines. Pour aller très vite, qu'est-ce que c'est un harem? C'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'esclaves sexuels. Eh bien, Soliman tombe amoureuse d'une de ses concubines, Roxelane. Et il va faire, contre toute attente, malgré les oppositions des élites de Turquie, il va en faire sa femme légitime. Et c'est d'ailleurs avec un de ses fils, Sélim, qu'il aura la succession de l'Empire et à qui il donnera la succession de l'Empire. Donc Soliman, un immense empereur, qui va étendre considérablement, notamment en Europe, notamment au Moyen-Orient, notamment en Afrique jusqu'en Algérie, la puissance de la Turquie ottomane. Cet immense empire turc-ottoman va durer jusqu'en 1920. Ça, vous verrez ça dans votre programme de troisième. En effet, l'empire turc-ottoman, pendant la Première Guerre mondiale, va faire le mauvais choix. Il va s'allier avec les Allemands et les vainqueurs, une fois la Première Guerre mondiale terminée, notamment les Français, vont dépecer l'Empire turc. Et ainsi naîtra la Turquie moderne. Mais ça, c'est une autre histoire. Soliman va mourir très tardivement, en 1566. C'est le plus long règne de la dynastie ottomane. Il va régner plus de 40 ans. Son fils, Sélim Ier, va lui succéder. Venons-en à son adversaire numéro 1. J'ai nommé l'empereur Charles Quint. Alors, Charles Quint est le petit-fils des rois d'Espagne, Isabelle et Ferdinand. Il est roi à la succession de ses grands-parents. Il devient roi d'Espagne sous le nom de Charles V. Il hérite des possessions espagnoles des Pays-Bas, de la couronne des Pays-Bas, et d'un royaume du sud de l'Italie. À cette époque, le Saint-Empire romain germanique est un drôle d'empire. De nombreux princes y vivent, et ces princes sont quasiment indépendants et autonomes. Mais ils élisent, c'est ça qui est très étrange, un empereur. Charles V, sous son surnom de Charles Quint, son surnom latin, est élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519. Alors lui, il se retrouve dans une étrange perspective, chers élèves. Lui, il a du mal à se définir dans ce XVIe siècle. Il se retrouve à la tête d'un immense empire et il se croit dépositaire de l'héritage de Charlemagne. Il se croit dépositaire de la chrétienté. En effet, l'adversaire numéro 1 de la chrétienté, si vous m'avez suivi, c'est l'empire turc de Soliman. Et Charles Quint veut prendre la tête de la chrétienté pour lutter contre le turc. Seulement, on n'est plus au Moyen-Âge, chers élèves, on est au XVIe siècle. Et les souverains catholiques sont surtout des souverains nationaux qui pensent à l'intérêt de leur pays. Et Charles Quint aimerait peut-être prendre une croisade de tous les royaumes chrétiens contre Soliman, mais chacun des rois, et notamment le roi d'Angleterre, et notamment le roi de France, François Ier, voit ses propres intérêts d'abord. Et Charles Quint aura aussi comme adversaire, comme je vous l'ai dit précédemment, le roi de France, François Ier. Donc, désabusé, miné, malgré son succès face aux Turcs en 1529, quand il repousse les Turcs au siège de Vienne, Charles Quint a trop d'opposition. En Méditerranée, il doit faire face à Soliman, il doit faire face à François Ier, il a de nombreux problèmes de santé. On sait qu'il est asthmatique, ça peut vous faire sourire, mais comme il voyage souvent à cheval, il a aussi des problèmes d'hémorroïdes. Et Charles Quint va être vite contraint à l'abdication. Il va renoncer au trône. En 1555, il abdique
de toutes ses possessions personnelles, de ses royaumes personnels, en faveur de son fils Philippe. C'est pas son fils Philippe qui deviendra empereur. Ça, c'est les rois du Saint-Empire qui élisent l'empereur. En revanche, Charles Quint va abdiquer au profit de son fils Philippe pour toutes ses possessions dont il est le personnel roi, si vous voulez. Le royaume d'Espagne, ceux des Pays-Bas et le royaume du sud de l'Italie. Alors Charles Quint va mourir 3 ans plus tard, en 1558. Si vous voulez trouver sa tombe, il s'agit d'aller à Madrid, au palais de l'Escurial. C'est là où il est enterré. Alors qu'on a retrouvé la tombe de Soliman en Hongrie. Soliman, Charles Quint, François Ier, 3 figures majeures du XVIe siècle qui vont s'affronter en Europe et qui vont s'affronter en Méditerranée. Aujourd'hui, le XXe siècle, le XXIe siècle, compte encore nombreuses traces de ces oppositions, bien sûr. Mais ça, la suite, vous la verrez dans vos programmes de 4e et de 3e. Je voudrais conclure ce petit cours sur le rôle de la Méditerranée. Très souvent, pendant vos cours d'histoire, je vous expliquais que la Méditerranée était ce qu'on peut appeler une zone de contact, une zone frontière, une zone d'opposition, une zone de guerre. Mais c'est aussi une zone de commerce, une zone d'échange. Et comme vous vous en doutez, malgré la guerre, on se bat pas constamment. Il y a des échanges permanents entre les différents royaumes chrétiens et l'Empire turc de Soliman. L'Empire turc de Soliman qui ne persécute pas les chrétiens, qui leur permet de vivre s'ils payent un impôt personnel qu'on appelle la capitation dans toutes les villes turques. Et le commerce, vous en doutez, est notamment tenu dans les régions chrétiennes par les villes italiennes. Les villes italiennes qui ont pris un énorme avantage sur le reste des villes de la chrétienté pour la Méditerranée, notamment Venise et notamment Gênes, qui continuent à importer de nombreuses marchandises, des soieries, de l'or, des bijoux, des épices depuis l'Empire turc. Voilà, je vous ai donc parlé de 2 empires, d'un royaume et de 3 hommes. C'était bien une histoire d'empereur et une histoire d'homme. À très bientôt, chers élèves.